En 1979, Toby Hooper, qui est un réalisateur américain, va sortir un film qui aura 8 autres épisodes, appelé Massacre à la tronçonneuse. Le film sera disponible en France que le 5 mai 1982, et à ce moment-là, le cinéma sera marqué par un nouveau type de film d'horreur beaucoup plus extrême de ce qu'ils avaient pu voir avant. C'était soit un chef-d'œuvre, soit tu étais traumatisé. À ce moment-là, le genre de film appelé slasher va être découvert par un plus grand public. Avant que la vidéo commence, sachez que cette vidéo contiendra des spoilers sur les films dont on va parler aujourd'hui. Aussi, je pense que c'est assez important quand même de vous le dire, mais cette vidéo va parler d'événements réels qui peuvent choquer certaines personnes, donc voilà, je vous mets un petit disclaimer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on vise les 500 abonnés avant Halloween. A tout de suite dans la vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir que les films de Massacre à la tronçonneuse sont des films d'horreur de slasher. Un slasher, c'est un sous-genre de l'horreur. En général, l'histoire des films slasher, c'est souvent un groupe de jeunes qui sont poursuivis par un tueur masqué avec une arme blanche. Par exemple, les films Scream ou Les Griffes de la Nuit, dont j'ai fait des vidéos dessus, qui sont aussi inspirés de faits réels d'ailleurs. Je vous invite à aller voir les vidéos, c'est disponible là, je crois. Et en vrai, j'ai pas plus de détails à rajouter, je vous raconte tout de suite l'histoire de Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse ou The Texas Chainsaw Massacre est l'histoire d'un groupe de jeunes, leurs prénoms sont Erin, Kemper, Morgan, Andy et Pepper. Ils vont tous les 5 se diriger vers un concert et faire leur route en van. Ils vont devoir passer par un petit village perdu du Texas et sur la route, ils vont trouver une femme plutôt bizarre. Ils vont la prendre dans leur van et peu après, elle va se tirer une balle dans la bouche à l'intérieur du van devant tout le monde. Quand ils vont aller chercher de l'aide en dehors du van, ils vont sortir, ils vont aller dans la maison la plus proche. Je vous rappelle qu'on est dans un endroit perdu du Texas. Et bah ils vont aller pile dans la maison où ils auraient pas dû aller. Quand ils rentrent dans la maison, l'ambiance est pesante, la maison des cannibales dérangés. Ils vont tomber sur la maison de Booba Sawyer, plus connu sous le nom de Leatherface. Leatherface en français, ça veut directement dire visage en cuir. Et en vrai, il porte bien son nom parce que quand on regarde bien sa tête, oui, en fait, son masque qu'il a créé, c'est à partir du visage de ses victimes. Et c'est d'ailleurs ça qui l'a rendu culte. Leatherface, il habite avec sa famille et à l'intérieur, ils sont tous cannibales. Ils pratiquent tous ça en famille et chacun a son rôle. Lui, son rôle, c'est de capturer et de tuer les victimes avec la tronçonneuse. Et ensuite, ils utilisent les restes pour se nourrir. Le personnage de Leatherface est vraiment très connu, c'est un peu logique vu que c'est un des premiers films de slasher. Vous vous doutez bien qu'il a été repris dans de nombreux films et séries comme référence, parfois humoristiquement. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Et je vais tout de suite vous raconter l'histoire de la personne qui a inspiré Leatherface. Le 27 août 1906, à Wisconsin, aux États-Unis, va naître Ed Gein, de son nom complet Edward Theodore Gein Bolivar. Son enfance sera assez compliquée, il a grandi dans une ferme un peu perdue, et sa mère, appelée Augusta Gein, lui mettra régulièrement en place des idées assez obscures envers les femmes. Pour résumer très rapidement, elle dira que toutes les femmes étaient des créatures sales dont il ne fallait pas s'approcher. Vous verrez que ça aura eu un impact assez important dans le reste de la vie de Ed Gein. À la mort de sa mère le 29 décembre 1945, Ed va commencer à sombrer pour de vrai dans une folie. Ça va commencer par des incantations devant sa tombe pour la faire revenir. Peu après, il va vraiment devenir passionné par la mort et il va commencer à aller dans les cimetières pour déterrer des cadavres et en faire des objets avec leur peau. Il aura en tout déterré 13 tombes. Ed va commettre 2 meurtres. Le premier est celui de Mary Hogan, une divorcée de 51 ans, propriétaire d'un bar en décembre 1954. Ed va lui tirer une balle avant de la ramener dans son hangar. La deuxième en 1957 dans sa propre boutique, Bernice Warden. Après ça, la police va faire une fouille dans sa ferme et je vous mets dès maintenant un timecode dans les chapitrages YouTube si vous ne souhaitez pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur parce que c'est vrai que c'est assez choquant. Voici ce que contenait la ferme de Ed Gein. Ils ont trouvé à l'intérieur de la ferme, dans un sac plastique, la tête de Mary Hogan, un récipient fait avec un crâne, un fauteuil et une poubelle recouverte de peau humaine, et 9 masques faits à partir de vrais visages. Après tout ça, c'est donc évident, la police va l'arrêter, et à son jugement, il ne va rien avoir. Il ne va pas avoir de sanction. La seule chose qu'il aura, c'est qu'il va être interné en hôpital psychiatrique pour cause de démence.
La saga de films Vendredi 13 aura eu 12 épisodes dont un appelé Jason vs Freddy, où le personnage de Freddy Krueger et de Jason Voorhees se rencontreront. Le premier film est sorti le 11 février 1981 en France, il a été réalisé par Sean Cunningham, et le dernier à ce jour, sorti le 11 février 2009, réalisé par Marcus Nispel, qui a aussi réalisé un film Massacre à la tronçonneuse en 2003. Pour résumer, le premier film sorti en 1980, on suit des moniteurs qui sont sur un camp appelé Crystal Lake. Et il va y avoir plusieurs cas de disparition par la suite. À la fin du film, la survivante va découvrir l'identité de la personne qui avait réalisé ce massacre. C'était la mère d'un petit garçon appelé Jason Voorhees qui a commis tous ces actes, dans le but de venger son fils. Lorsqu'il était petit, il est dans le camp Crystal Lake en été 1979. Il se faisait harceler car il avait une maladie appelée la paralysie faciale et un jour des petits garçons l'avaient poussé dans un lac. Alors comment est-il possible qu'aujourd'hui on le voit dans les films en version adulte? Eh bien on n'a pas de vraie réponse dans les films, mais je pense qu'il se serait caché dans la forêt pendant tout ce temps et qu'il ne se serait pas vraiment noyé. Il aurait survécu à tout ça. Un jour, il va croiser sa mère dans la forêt par tout hasard et quand il va essayer de la sauver car elle était en danger, eh ben il sera trop tard. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir comme on le connaît aujourd'hui. Avant que je vous raconte la vraie histoire derrière le film Vendredi 13, laissez-moi vous expliquer d'où vient la peur du Vendredi 13. Je m'excuse d'avance si je fais des erreurs, n'hésitez pas à rectifier dans les commentaires s'il le faut. Dans la religion chrétienne, Jésus aurait été crucifié un vendredi après un repas où ils étaient 13 à table, lui et ses 12 apôtres. Un apôtre est un terme de la religion chrétienne pour dire une personne qui devait propager la parole de Jésus. Le repas a été refait dans un tableau célèbre appelé la Scène. Le chiffre 13 est considéré dans certaines cultures comme portant malheur. Des coïncidences bizarres ont déjà eu lieu avec ce chiffre. On a par exemple les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, la mission Apollo 13 qui est la seule à avoir eu des problèmes techniques, alors qu'ils devaient aller sur la Lune, ils ont eu un retour d'urgence sur Terre. Il y a aussi le vendredi 13 octobre 1307, où le roi de France appelé Philippe le Bel a ordonné d'arrêter tous les Templiers et de les mettre au bûcher. Et le chiffre 12 porterait bonheur, les 12 travaux d'Hercule, les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année. La peur du vendredi 13 s'appelle la paraskevidécatriaphobie. Et je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas du tout un expert sur le sujet, mais je trouvais ça quand même important de le caler dans la vidéo. Le réalisateur Sean Cunningham a déclaré que pour créer le personnage de Jason Voorhees, il s'était inspiré d'un fait divers qu'il avait vu dans les journaux. Je suis sûr et certain que vous le connaissez et c'est même obligé parce que c'est tout simplement le cas Ed Gein. Oui, Ed a aussi inspiré les films d'horreur Vendredi 13, mais aussi Psychose, Le silence des agneaux, Deranged. Ed Gein était une personne malade qui a grandi dans une famille spéciale, mais il faut bien se rappeler aussi que c'est pas une raison pour enlever des cadavres de leur propre tombe et je passe les détails. Ce n'est pas car il a inspiré des films cool que Ed est cool. Si j'ai fait aujourd'hui cette vidéo, c'est pas pour parler de Vendredi 13, ni de Ed Gein. Enfin si un peu aussi, mais en vrai c'est plus pour vous parler du genre slasher en général. C'est un genre qui peut paraître simple mais dont on pourrait parler pendant des heures. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère pas avoir fait trop d'erreurs. Je prépare actuellement plusieurs vidéos, vraiment pas mal pour octobre mais également un court métrage, donc abonnez-vous pour savoir quand tout ça sortira. Vous allez avoir prochainement une vidéo sur les crimes non résolus les plus terrifiants et un iceberg des légendes urbaines pour Halloween. C'était Kouri, ciao.